Bonsoir à toutes et à tous. Et donc oui, ce soir, on va conclure cette très brève histoire du libéralisme économique. Trop brève ? Trop brève, ouais. Oui, effectivement. Bon, en gros, ça fait une demi-heure de chronique. Bon, c'est vite plié pour une histoire du libéralisme quand même. Mais avant de commencer, quand même, j'aimerais te remercier, Barbara. Vraiment, pour ces 2 années de chronique vraiment que j'ai fait. 2 années où j'ai pris un énorme plaisir, vraiment, à vous parler de philosophie, d'anthropologie, d'économie, etc. Et ce que j'aimerais saluer tout particulièrement, vraiment, ce que j'ai particulièrement apprécié, il y a beaucoup de particulièrement, vraiment, c'est ton ouverture d'esprit. Vraiment, à chaque fois, j'ai eu carte blanche pour présenter n'importe quel livre, n'importe quel sujet. N'importe quelle musique, surtout. Et j'allais le dire, mes musiques, qui ne sont pas... Et c'est pas fini ce soir, vous verrez que je vous ai mis le bouquet final, là, quand même. Du coup, non, je tiens vraiment à le saluer parce que c'est quelque chose de rare et qui a été vraiment une source de plein épanouissement pour moi. Et donc, merci, c'est gentil. Mais de rien. Donc, on va finir cette brève, maintenant, histoire du libéralisme économique. Mais juste avant, j'aimerais corriger un tout petit point que nous a dit Maha tout à l'heure, dans son billet d'humeur. Il n'existe pas de prix Nobel d'économie. Voilà. C'est un prix de la Banque de Suède en l'hommage d'Alfred Nobel. Les économistes aiment bien se dire prix Nobel, mais il n'existe pas de prix Nobel en économie. Par contre, c'est vrai, une seule femme a eu ce prix. C'est Elinor Ostrom, justement, en 2012, qui a eu un prix, donc ce fameux prix, pour ses travaux sur les biens communs. Voilà, parenthèse fermée. Donc maintenant, comment finalement brosser 150 ans d'histoire du capitalisme en 3 minutes ? Voilà, le défi va être relevé. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc pendant les 3 séances précédentes, on a posé un petit peu tout ce qui était définition du libéralisme économique. Je vous ai contextualisé un petit peu d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique. Qu'est-ce qu'était le libéralisme ? Comment il se définissait ? Quels étaient les grands auteurs de ce courant de pensée ? Donc je ne vais pas revenir dessus. Pour mes chers auditeurs, je vous renvoie à la chaîne YouTube et à mes jolies petites chroniques sur le sujet. Voilà, si vous voulez dormir un soir. Et donc, maintenant, je vais vous donner, vous allez voir, une fois qu'on a ces bases théoriques, vous allez voir que l'histoire, c'est 150 dernières années, l'histoire d'économie coule de source. Vous allez voir, c'est simple, il y a 3 périodes. En gros, si on part du 19e jusqu'à nos jours, début 19e, on va dire jusqu'à maintenant, il y a 3 grandes périodes. On va dire dans l'histoire du capitalisme et dans l'histoire du libéralisme économique. La première, c'est celle qui va, on va dire, du second tiers du 19e jusqu'aux années 20. Ça, c'est la véritable période, au sens historique du terme, de plein essor du libéralisme économique tel qu'on l'entend d'un point de vue théorique, tel que je vous l'ai présenté. Le 19e siècle, c'est vraiment l'époque où ont été mis en place tout un tas de régulations qui visaient précisément à assurer une autorégulation de l'économie par le marché. C'est-à-dire, comme je vous avais dit dans les séances précédentes, plus d'intervention du politique dans la sphère économique, ni de considérations d'ordre moral. Tout un tas de mesures ont été prises pour faire en sorte que le travail devienne une marchandise, que la terre devienne une marchandise, que le rapport à la monnaie soit soumis aussi au rapport du marché, et que donc toutes ces composantes essentielles de la société soient soumises au rapport économique. Et ça, c'est la grande caractéristique du 19e siècle, tout particulièrement en Europe occidentale, associée à la révolution industrielle, bien sûr, et à l'essor, au grand essor des États-nations. Et il faut savoir que cette période donc, a été certes associée à une création de richesses incroyable, une augmentation du revenu par tête des pays d'un point de vue global très important, mais tout le paradoxe de cette période, c'est qu'elle s'est accompagnée aussi d'une augmentation de la pauvreté pour un très très grand nombre d'habitants de ces pays. D'ailleurs, il faut savoir que c'est précisément à ce moment-là, on va dire à la fin du 19e, face au ravage, disons le mot, du libéralisme économique du 19e siècle, donc d'une économie totalement dérégulée, où les travailleurs n'avaient juste aucun droit en termes de défense de leur salaire, de leur heure de travail, par exemple. Je passe. Toutes ces conditions donc, ont créé une très forte misère et ont été à l'origine des premières ébauches d'État-providence, notamment en Allemagne, sous Bismarck, à partir de 1870. Première réaction, donc, entre guillemets, politique, face aux externalités négatives, comme aiment à dire les économistes, donc face aux conséquences négatives involontaires du libéralisme économique. Et deuxième point, une caractéristique essentielle du 19e siècle aussi, qui me concerne directement, c'est son instabilité. C'est aussi l'époque, le siècle où on voit apparaître de plus en plus de crises financières par rapport au siècle précédent. Et donc, une crise majeure qui va sonner cette fin de cette
première étape du libéralisme économique, qui est la fameuse crise de 1929. D'accord ? Crise qui est partie de New York, la bourse de New York, et qui s'est diffusée après dans les années 30 à l'ensemble des économies européennes. Situation qui a provoqué une réaction très brutale des pays, au point de mettre au pouvoir, je ne vous fais pas de dessin, des régimes fascistes, autoritaires, totalitaires, à l'exemple de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste par exemple. Et à cette époque, c'est commencé à se poser des questions quant à la capacité du marché à s'autoréguler. Justement, est-ce que l'économie doit être livrée à elle-même, justement, pour assurer son bon fonctionnement ? Pour les libéraux, rappelez-vous ce que je vous avais dit dans les séances précédentes, la réponse est oui. Il faut laisser l'économie s'autoréguler, laisser le maximum d'initiatives aux agents, aux acteurs de l'économie, plus grand nombre de libertés et assurer la concurrence la plus forte entre eux pour permettre à l'économie de créer le plus de richesses possible. À partir des années 30, tout ça est remis en cause et on a l'arrivée, le retour, entre guillemets, du politique dans l'économie. Et ça, c'est ce qu'on a appelé... Ah oui c'est ce qu'on a appelé, à ce moment-là, la révolution keynésienne, qui s'étalera, on va dire, qui prendra son essor à partir de 1945 et qui s'arrêtera, on va dire, au milieu des années 70. Donc c'est toute l'époque des 30 glorieuses, où on a un retour à une économie capitaliste qui est beaucoup plus régulée, beaucoup plus réglementée, beaucoup plus soumise à des exigences d'ordre politique et non plus seulement économique. Et qu'est-ce qui se passe dans notre troisième temps ? Dans le premier temps, 19e, libéralisme économique, 1945, 1970, enfin, on va dire, entre deux guerres, crise de 29, jusqu'au milieu des années 70, retour à la régulation. Et à partir des années 80, qu'est-ce qu'on observe ? Un retour du libéralisme économique, qu'on appelle le néolibéralisme. Et pour conclure peut-être sur ce point, ce qui est très important, effectivement, on a tendance à dire que le néolibéralisme, c'est le retour au libéralisme du 19e siècle. Pas du tout. Le néolibéralisme n'est pas simplement une politique qui vise à toujours moins d'État, toujours moins d'intervention d'État dans l'économie. Les nouveaux économistes du néolibéralisme, ils sont plus très nouveaux maintenant, mais pensons à Friedrich von Hayek ou Milton Friedman par exemple, avaient parfaitement compris qu'une économie de marché, pour fonctionner parfaitement, devait compter sur l'État. C'est-à-dire que là, le néolibéralisme, c'est aussi un interventionnisme politique, forte intervention de l'État, mais cette fois-ci pour garantir quoi ? Un fonctionnement ultra concurrentiel de l'économie. L'État se fait l'acteur du marché. On a une intervention de l'État pour garantir les structures de société qui garantissent le meilleur fonctionnement d'une économie de marché. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On a une financiarisation croissante des économies de plus en plus instables, des économies qui font face à des pressions récessives de plus en plus grandes. Et face à cette financiarisation, quelque chose qui me tient à cœur, on observe maintenant un retour et un essor très important du nombre de crises financières, maintenant, sans comparaison par rapport aux années 70. Et juste pour conclure sur ça, ce lien financiarisation de l'économie crise financière, c'est précisément celui que j'ai fait dans ma thèse, et dont les résultats montrent que plus vous avez un système financier développé, plus vos économies seront sujettes à des crises fréquentes, longues, coûteuses et inégales. Voilà. Sur ce, je vous laisse encore sur une belle petite musique de métal de While She Sleeps avec le son Four Walls. 7 minutes 30, Ouais, mais une bonne moyenne. C'est bien, là. Ouais, c'est bien. Non, ça va, c'est pour ça que j'ai laissé, Ouais, non, je lui ai dit 2 t'as minutes. raison, t'as raison, parce que